dans ce 4e épisode de COVID-19 vs tremblement de terre. Je suis super contente de t'avoir comme invité aujourd'hui. Je sais que tu aimes parler de sujets deep. That's why you said yes, actually. Et je voulais commencer par te donner un peu l'espace pour dire en quelques mots qui est Marc-Alain pour les gens qui ne te connaissent pas et qui me suivent et qui regardent le live en ce moment. Et bonjour tout le monde. Je suppose que tu as beaucoup de followers aussi à Montréal, là où tu fais pratiquement tous tes lives et que tu développes ton brand et ta communauté. Exact. Écoute, bonjour tout le monde. Moi, je suis en Haïti. Ça me fait absolument plaisir d'être là avec vous. Qui est Marc-Alain? Bon, Marc-Alain, c'est un jeune économiste, je pense. C'est quelqu'un qui vient du corporate world et qui s'est engagé dans l'entrepreneuriat, qui vit une aventure folle avec beaucoup de hauts et de bas depuis peut-être tantôt 3 ans, mais qui apprend beaucoup, certainement beaucoup de ce que peut offrir et le pays tant en termes d'entrepreneuriat que du côté humain. Et je suis super passionné par la technologie, pas par la partie uniquement technique, mais surtout par le pouvoir que je vois que l'innovation et la technologie a dans le monde. Et mon rêve cher, c'est que ça soit peut-être une façon de contribuer à un meilleur pays, à un meilleur Haïti. Donc, je ne peux pas dire que je milite, mais je m'amuse beaucoup avec beaucoup de hauts et de bas dans ce secteur. Et j'aime beaucoup et voir les gens se développer leur potentiel. Et je pense que la technologie aide beaucoup à donner la voix à beaucoup de gens. Et ça me fait très plaisir. Ben écoute, je trouve que you're cutting yourself short here. Tu es définitivement un militant qui a mis sur pied son entreprise en Haïti, qui est en train de se battre à chaque fois qu'on détruit, tu reconstruis, tu travailles à avancer. Et je pense que par le fait d'exister et de continuer à faire ce que tu fais, tu milites contre un système qui peut-être ne t'accueille pas à bras ouverts. Tu sais, la dernière fois que j'étais en Haïti, il y a quelqu'un qui m'a dit, Marina, tu ne vas pas en Haïti pour qu'Haïti prenne soin de toi. Tu vas en Haïti pour prendre soin d'Haïti. Et si tu n'es pas capable de prendre soin d'Haïti, then you're not at the right place. Parce que en ce moment, dans l'histoire d'Haïti, it's not ready to take care of you. You know? En tout cas, sache que moi, mes followers, ils n'ont pas de problème à ce que je change tout le temps de langue. Donc, si toi, tu veux passer de français à créole anglais, on est très ouvert ici et on t'aime pour ce que tu es et comment tu arrives dans ce live, OK? So, without further ado, on commence par un peu ton parcours. Donc, tu nous as expliqué qui tu étais, qui tu es en fait. Et je me demande, comme on est dans une émission qui parle de COVID et de tremblement de terre, je me demande où étais-tu et qu'est-ce que tu faisais le 12 janvier 2010? Super. Bon, certainement en 2010, j'étais dans le monde corporate. Alors, pour faire rapide sur peut-être mon histoire, j'ai fait toutes mes études secondaires et universitaires en Haïti, en tout cas premier niveau. Donc, je suis licencié en économie du CTPEA, une école très peu connue, mais très, très bien cotée en Haïti. C'est une école où il y a peut-être 1000 personnes qui essaient de rentrer chaque année, où il y a peut-être à peine 50 places et 27 gradués, entre 27 et 30 gradués par année. Donc, du coup, la compétition, c'est quelque chose qui m'a pris de tôt. Donc, je suis rentré au CTPEA parmi les 10 premiers lauréats. Donc, du coup, j'ai eu une assez bonne carrière académique qui m'a permis, au final, d'intégrer très tôt la Banque mondiale. Pour ceux qui ne connaissent pas la Banque mondiale, c'est la plus grosse banque de développement dans le monde, qui a des filiales dans pratiquement tous les pays dans le monde et en Haïti. Donc, jeune gradué en économie du CTPEA, j'ai intégré la Banque mondiale en 2009. Okay. Et justement, dans le monde corporatif en Haïti, il faut que tu précises ça. Parce que quand tu dis corporate world, pour les gens, c'est directement, OK, ça veut dire qu'il travaille aux États-Unis, mais la réalité, c'est que tu étais dans le monde corporatif en Haïti. En Haïti, c'est ça. Mon rêve était de travailler pour la BRH, etc., comme économiste. Mais l'opportunité que le CTPEA m'avait offert, c'était d'intégrer la Banque mondiale. Et j'étais peut-être le premier haïtien de l'école à intégrer la Banque mondiale et le dernier aussi. Et en fait,
pendant cette période-là parce que le tremblement de terre allait beaucoup changer, tu vois. Je suis rentré stagiaire. Je suis rentré stagiaire attaché au bureau des opérations. C'est-à-dire, quand ils disent opérations, ça veut dire les projets qu'ils ont. Donc, je gérais. Donc, du coup, comme ça, j'avais quoi? J'avais 21 ans. J'étais déjà en relation directe avec des cabinets de ministres, etc., des gens comme ça, qui avaient des affaires avec la Banque mondiale. Et comme vous savez, les bailleurs de fonds financent beaucoup l'État haïtien. Donc, du coup, on était carrément direct plongé dans les projets de l'État haïtien à discuter des millions que je n'avais jamais vus, mais dans les fichiers Excel, tu vois. Donc, fils de classe moyenne classique haïtien, mais qui est arrivé à la Banque mondiale, pas par des pistons, mais grâce à mon, tu vois, à l'école, quoi. Oui, Tu et vois? à la force de ton travail, en fait. C'est C'est ça. créer un espace, une place à l'intérieur de cette grande institution, en fait. Petit à petit. Donc, j'ai jamais travaillé pour le gouvernement haïtien, en tout cas pas directement, certainement avec, parce que je finançais beaucoup d'opérations à travers les projets que je gérais. Et j'ai pas fait le parcours classique, tu vois, de devoir dire, tu vois, merci à ce boss haïtien qui peut-être te traite d'une façon non plaisante, etc. Je suis quelque part rentré directement boss des boss, je dirais, si on pourrait dire, et que la Banque mondiale te permet ça. Mais bref, pour arriver au 12 janvier, donc, je suis rentré à la Banque mondiale en septembre. Donc, j'ai passé un stage super extraordinaire qui m'a ramené jusqu'à décembre. Et puis là, bon, long story short, on m'a offert un contrat d'1 an à la Banque mondiale pour commencer l'année prochaine. Donc, on m'avait retenu. Ce qui était encore, tu vois, sur le stage, on ne sait pas si on va te garder. Mais encore une fois, oui, travail, je ne dormais pas, je t'assure. C'était travail. Et celui qui m'a embauché, en fait, ne m'a même pas retenu. C'est une personne qui, tu vois, ils appellent ce qu'ils appellent les missions. Donc, c'est Ouais. les gens qui rentrent de Washington. Donc, c'est une dame qui est rentrée de Washington, qui m'a rencontré dans le bureau et qui m'avait donné du travail à faire et j'ai accepté à faire pour elle sans savoir pourquoi. Et je faisais mon travail de stagiaire et son travail pour son projet. Et puis, à la fin, elle a dit, ah non, j'ai envie de le garder pour plus longtemps. Et puis là, bon, j'étais cheap labor aussi, cheap labor haïtien, qu'il paye en goutte, mais une superbe opportunité de passer plus de temps à la Banque mondiale. J'en parle pas souvent de ça. C'est pour ça que c'est les lives, c'est bien. Donc, du coup, mon contrat commence l'année prochaine, donc en 2010. Ouais. En général, en décembre, on fait nos réunions de famille à Miami. Donc, je pars pour Miami. Et je décide d'ailleurs de court-circuiter mes vacances, que je n'allais pas rester plus longtemps parce qu'il fallait que je vienne recommencer mon job. Oui. Tu vois, mon full-time job, Sérieux, no more là, c'est sérieux. internship, bah, sérieux. Je suis retourné dans la Banque mondiale là, bah, ça, j'ai un contrat d'1 an. Et puis, je suis à mon bureau, donc je commence à travailler officiellement pour cette dame de Washington. Et puis, le 12 janvier, j'étais là, à mon bureau, en train de faire du overtime already. Moi, j'ai commencé direct en overtime parce que je ne faisais pas 8h, 4h parce que c'est, tu vois, le tremblement de terre, c'était à 4h. C'était quoi? Ouais, C'était vers 5h, donc 4h. vers 5h. Quelque chose comme ça, ouais. C'est ça. Et j'étais au bureau. Donc, le bureau de la Banque mondiale, c'était au Montana. Et je vais te dire, ma chère, le Montana s'est écroulé derrière moi. Non, c'était au Montana, mais ce n'était pas dans l'hôtel. Donc, le Montana est propriétaire de plusieurs espaces dans la zone qui louent aussi aux ONG, etc. Il y a des appartements. Donc, le Montana Hotel est tombé derrière moi, mais j'étais carrément en face du Montana. D'ailleurs, ma voiture était parquée derrière. Le Montana avait un système de parking à étage. Donc, j'ai perdu ma voiture qui était là, derrière moi, et tout le monde qui criait. Donc, le truc, c'est que là, on était sur le monde du Montana. Et là, j'ai vu des choses, bon Dieu, tu vois, il y avait plein de gens dans les décombres de l'hôtel derrière. Et nous, on s'est réfugiés sur une petite colline au Montana. Et tu vois, le représentant, tu vois, les gens pour qui on avait beaucoup de respect au bureau étaient pieds nus. Ils avaient perdu leurs vêtements parce qu'ils restaient à l'hôtel. C'est là qu'ils avaient leur maison. Et on a passé en fait la nuit au Montana. Mais la première chose, je dois te dire que comme j'avais court-circuité mes vacances, mes parents étaient encore à Miami. Donc, ils n'étaient pas là. Donc, j'étais le seul un peu de la famille à être là. Et chance que j'étais à la Banque mondiale, ils avaient un téléphone satellite. Donc, du coup, ils passaient le téléphone satellite quand tous les... D'une personne à l'autre pour que les gens puissent avertir leurs parents ou leur famille que ça allait bien. C'est ça. Donc, du coup, j'ai appelé mes parents qui étaient à Miami pour leur dire que
Haïti tête en bas là, tremblement de terre, mais je vais bien. Donc, du coup, moi-même, j'étais genre, je suis là, mes parents savent que je vais bien. Mais tu sais qui j'ai oublié? La dame qui travaillait chez moi. Puis elle ne m'avait pas vu pendant 3 jours. Et là, je vais te raconter rapidement l'histoire si tu veux. C'est que Oui. ça m'a pris pratiquement 2 jours pour retourner chez moi. J'habite en plaine et il Oui. n'y avait pas de route. Et j'ai dû marcher de la Banque mondiale jusqu'à chez moi en faisant des stops chez des gens que je connaissais. Donc, ça m'a pris carrément 2 jours pour arriver chez moi. Et quand je suis arrivé chez moi, Marina, la dame qui travaillait chez moi, qui a beaucoup de respect pour moi, tu vois, qui m'appelle monsieur et tout, qui est sauté, il volé dans le coup. Oh mon Pour Dieu. la première fois, et elle travaillait à la maison depuis plus de 10 ans. Wow. Et puis elle m'a dit, je pense que tu mourir, je pense que tu mourir, parce que moi, je n'ai passé, je ne pas jamais. Ouais. Et là, et c'est là, bon, je suis rentré chez moi après carrément 2 jours De de pèlerinage, marche, de quasiment. De pèlerinage. pèlerinage. C'est pèlerinage. Et tu Le sais, deuxième jour, juste à te voir, on sent l'émotion, on sent non, le c'était difficile. parcours. C'est quelque chose, hein. Et les gens ne se rendent pas compte, en fait, que c'est pas quelque chose arrive et puis tout commence à débouler, tu sais quoi faire, où aller, comment faire, etc. En Haïti, on nous a jamais montré ça. On nous a jamais dit, jamais. Peut-être dans notre cours de géographie, on a dit ça existe. Tu vois, au Japon, ça arrive. Mais comme si on n'avait aucune idée qu'une chose comme ça allait jamais arriver en Haïti. Donc, quand ça arrivait, c'était comme, OK. On est tous perdus, on ne sait pas. Comment On ne sait pas. qui moun pour me relayer? C'est comme, moi, j'ai eu une grosse discussion avec maman sur cette histoire-là parce que maman est venue me chercher à l'école. Elle m'a dit, Maïna, on y va. J'ai dit, mais maman, il n'y a pas d'espace sans arbres et il n'y a pas d'espace vague quelque part où on peut se réfugier parce que je ne vais pas avec toi. Je reste à l'école. À l'école, il y a un terrain, on peut rester. Elle m'a dit, Kari Maïna, montez dans la machine. Fermez bouche. Allez, c'est pas le moment de jouer à l'enfant. Ouais. Mais tout le monde est émotionnel aussi. Exact. Tout le monde est émotionnel. Les réactions sont... C'est pas ce que tu prévois. Tu vois, je me rappelle qu'il y avait une dame qui était au bureau, son petit frère avait le pied cassé, et puis le représentant était dire non, personne ne quitte le bureau, etc. On doit assurer la procédure de sécurité, mais elle était genre, quelle procédure de sécurité? Et elle criait sur le représentant, tu fais ça, etc. Mais sinon, mais je m'en fous de mon travail, c'est petit frère, tu vois. Les gens sont, tout le monde a toute qualité de mode de réaction. Ah non, c'est sûr. Et non, c'était vraiment, c'est pas un truc que j'aimerais jamais revivre de ma vie. C'est vraiment terrible. De ma vie. Oh mon Dieu. OK. So, let's get back to comfortable et knowledge. Par expérience éprouvante qui va chercher ces émotions chez toi. Avec ton expérience en économie et en innovation, OK? Parce que là, tu as parlé de, par exemple, ton intérêt pour la technologie, mais en fait, ça va de pair, entre autres, avec ton intérêt pour l'innovation, pour la création de nouvelles opportunités hors de ce monde, un peu. Comment tu peux décrire l'impact de ce type de crise, donc le tremblement de terre, entre autres, les pays loc ad vitam aeternam en Haïti et entre autres COVID-19 qui se passe maintenant sur l'économie d'un pays. Donc, si on compare par exemple des pays similaires à Haïti, c'est quoi l'impact que ça a sur une économie que d'avoir des crises comme ça? Écoute, les économistes aiment dire que 2 crises ne se ressemblent jamais. Donc, si tu vas définir les crises, tu vois, si je vais je vais pas être nerdy, je veux plus être nerdy de ma vie, c'est pour ça que je fais des trucs plus excitants, mais vraiment, une crise, elle est définie par ses phases. Tu vois, il y a les causes occasionnelles qui vont vers la crise, et ensuite, tu vois, c'est ce qui va causer le retournement pour revenir à la normale. Tu vois, il y a plusieurs phases. Et ces phases ne sont jamais les mêmes. Et moi, je pense que la crise du tremblement de terre, par exemple, c'est une crise qui a surtout attaqué les infrastructures d'Haïti, tu vois, et n'est pas comme une crise comme le Covid, où là, ça affecte le comportement. Même si, tu vois, il n'y a rien, tu vois, il n'y a pas de building qui tombe, mais tout le monde est en train de se... etc. Et les pays locs, maintenant, moi, je trouve que les pays locs sont encore plus dangereux. Parce que tu vois, les crises,
affecte soit l'offre ou bien la demande. Tu vois, c'est soit une crise qui affecte, tu vois, l'activité de produire, soit c'est une crise qui empêche aux gens d'acheter, d'exprimer leur liberté économique, de pouvoir se procurer ce dont ils ont besoin pour reproduire leur force de travail. C'est ce qu'on dit dans le langage. Ça peut vouloir dire manger, boire, mais ça peut dire loisirs, santé, éducation, tout ce qu'il faut. Totalement. Tu vois, et je pense que le tremblement de terre n'a pas été comme la crise qu'on est en train de vivre là du Covid. Mais ce qui est sûr, c'est que à l'intérieur de ces crises se cachent tout le temps des tu m'entends? Oui, ça a coupé quelques minutes, mais c'est correct. Des opportunités? Oui, ça a créé des opportunités. C'est les gens qui m'appellent. Oui, mon téléphone est constamment en train de sonner. Mon Dieu, ça n'arrête jamais. Écoute, Eh bien, c'est bon, calé pour vous, petit. Mon occupé. Excusez-moi, moi, je suis tellement privilégiée de t'avoir sur mon live en ce moment. Je suis en train de transpirer tellement je suis contente. Allez, oh, thank you. Thank you. Donc, oui, à l'intérieur de ces crises, il y a des opportunités. Tu vois, par exemple, la crise du tremblement de terre a été celle qui a ramené peut-être le plus d'engagement de la communauté internationale pour pouvoir relancer, par exemple, des projets économiques. Mais tu vois, ce qui va toujours rester, c'est que c'est le leadership de la personne qui va rester comme la chose la plus importante et qu'il faut retenir. Ouais. Tu vois, le Covid présente de nouvelles opportunités parce que pour moi, le Covid est en train d'accélérer le monde digital. J'ai jamais vu, pour Haïti, j'ai jamais vu autant d'intérêt et de pression pour passer au digital, monnaie digitale, l'heure est au digital avec les lives, tout le monde live sur Internet. On n'a jamais été autant conscient de l'importance de l'Internet aujourd'hui. Donc, tu vois, ça, c'est l'opportunité. Moi, je pense qu'on a gaspillé l'opportunité du tremblement de terre, bien qu'il y avait des gens qui disaient, ah, si tout Haïtien a un problème, tout Haïtien a assemblé, puis nous allons résoudre le problème. Au contraire, le chaos génère plus de pauvreté, tu vois, que de plus richesse. De disparité entre les gens, plus de... Ouais, le fossé, c'est logis, en fait. Tu vois, donc, et la crise qui est, moi, ce que je pense qui est la pire crise, c'est les pays là, parce que c'est une question de durée. Tu vois, les crises, c'est pas les crises, en fait, qui sont les problèmes. C'est l'impact qu'elles génèrent qui sont les vrais problèmes. Et plus les crises perdurent, plus les impacts sont profonds. Et là, il y a des vies humaines qui sont derrière ces histoires-là. Tu vois, il y a des gens qui meurent de faim, il y a des gens qui perdent leur travail, il y a des gens qui se suicident, il y a des gens qui sont dans des situations difficiles. Tu ne peux pas te permettre de laisser traîner une crise. Et tu vois, le truc de pays là, on ne sent pas l'effet immédiat, peut-être directement pour faire sur nous, parce que nous avons la canne, nous avons un salaire. Mais il y a des gens au bord de cette crise, chaque jour, qui deviennent dans une situation plus précaire juste parce qu'il y a une crise. Pour moi, l'inconscience de comprendre ça de certaines personnes, surtout par exemple au niveau des autorités publiques, etc., qui doivent comprendre qu'il y a des choses qui ne doivent pas durer. Et pour moi, la crise qui est en train de miner l'économie haïtienne, c'est réellement cette histoire de, tu vois, les crises ne s'arrêtent pas. Et tu vois, si tu regardes Haïti et la République dominicaine, qui, par ailleurs, sont le pays le plus pauvre et le pays le plus riche de la Caraïbe sur une même île. Je ne sais pas si les gens sont conscients de ça, hein. Non, mais l'économiste en toi nous rappelle ça. Ça, j'adore, Donc, tu vois, tu regardes une seule terre, et d'un côté, Haïti, le pays le plus pauvre tu vois, de l'hémisphère, et de l'autre, la République dominicaine, qui est le pays le plus riche de la Caraïbe. C'est ça qui passe là. Qui ça qui gagne en botte ça, qui pas gagne en botte ça? Une chose qui gagne, c'est la stabilité. La République dominicaine, malgré tout problème qui est capable de gagner d'inégalité, la stabilité permet de créer des pôles qui puissent conduire la croissance. On peut toujours discuter si tout le monde vit bien en République dominicaine. Mais ce pays est plus riche qu'Haïti qui est à côté là. Donc la stabilité et quantité de temps accepté de nos crises, chaque jour a fait venir mal. Et le monde va tellement vite que moins tu avances, plus tu as de hauteur. So, c'est des choses qui sont compliquées. Donc, c'est comme presque, je vois des cœurs, je crois que tu as bloqué. Merci tout le monde. C'est elle qui a bloqué les commentaires. J'aurais voulu vous voir. Elle a bloqué tous les commentaires, mais je vois beaucoup de cœurs. Merci. Oui, c'est parce que ce que tu dis est très valuable. C'est comme ça, a une valeur extraordinaire. Et je pense que c'est voulu de bloquer les commentaires parce que les gens sont en train de te distraire. L'objectif, c'est que je te regarde et qu'on se parle l'un l'autre. Et que les gens, s'ils ont des questions, qu'ils envoient les questions. Mais les cœurs, c'est pour te dire,
c'est exactement ça qui fait sens. Et je suis Thank you. exactement d'accord avec toi. Et moi, si je pouvais envoyer des cœurs, j'enverrais des cœurs maintenant. On voit des cœurs, Marina. Marina, cœur. Ce que tu dis, Ça fait de c'est hyper live. important. Parce que la réalité, c'est que les gens ne comprennent pas le manque de réaction face à une crise, le manque de leadership face à une crise a des impacts beaucoup plus importants que la crise elle-même. C'est ça. Et en ce moment, moi, je travaille à la Banque de développement du Canada, OK? On voit comment ça évolue sur les entrepreneurs. Il y a des entrepreneurs qui sont en train de prendre le bateau. Il y a des entrepreneurs qui ont pris le bateau un petit peu plus loin, mais qui ont quand même pris le bateau. Et il y a des entrepreneurs qui coulent, qui littéralement coulent. Et ce n'est pas parce que COVID a frappé tout le monde. Et COVID a frappé tout le monde du jour au lendemain. Parce que pour nous, c'était un jour on va au travail, le lendemain, tout est fermé. Littéralement. Littéralement. Et c'est l'une des plus grandes récessions de l'histoire quand on parle en Mais il y a des entrepreneurs, comme tu as dit, e-commerce is blowing. Et des gens qui passent que tu sois la personne qui vend la nourriture, que tu sois la personne qui fait du towing, que tu sois la personne qui crée des chaussures, tu as la capacité aujourd'hui de te faire un virage total, un virage qui aurait pris peut-être 5 ans, il y a quelques mois. En ce moment, c'est pas en mois qu'on parle de ce virage. Tu comprends? Maintenant, évidemment, il y a des compagnies, par exemple des compagnies aériennes, tu ne peux pas vraiment faire de virage en ligne en tant que compagnie aérienne. Mais tu peux faire du damage control. Ça veut dire inciter les gens à encore penser à voyager, encore vivre une certaine expérience de tourisme ou whatever it is. Mais tu réagis. Ne rien faire, et je suis totalement d'accord avec toi sur ce point, ne rien faire, c'est beaucoup ce qu'on a fait. Dans le sens où on a laissé les gens faire des choses sans donner une vision, sans donner une direction, et ça nous impacte aujourd'hui de manière monumentale. Parce que 10 ans après le tremblement de terre, Marc-Alain, qu'avons-nous fait en tant que pays pour se dire, OK, je me prépare mieux à une crise comme COVID-19? Qu'avons-nous mis en place, économiquement parlant, structurellement parlant, pour qu'on dise, OK, si COVID nous frappe aujourd'hui, j'ai des médecins formés, je suis en train de bâtir des écoles de manière, et je ne sais pas moi, ils ont des niveaux universitaires meilleurs, ils ont un meilleur revenu, donc ils sont capables de prendre un break, de s'organiser. Tout ça, c'est le type de questions qu'on se pose. Qu'est-ce qui a été mis comme système pour qu'on puisse faire face à des crises? Et sur ce point, parce que je pourrais en parler pendant des heures et des heures, sur ce point, je me dis, si on considère que le monde a dû s'arrêter pour la première fois depuis vraiment longtemps, parce que c'est ce que COVID-19 nous a fait réaliser aussi, c'est que tout s'est arrêté. OK? Quelles seraient les prochaines étapes à suivre pour un pays comme Haïti et pour son économie? Qu'est-ce qu'on devrait faire? The good thing to do. La bonne chose à faire maintenant. OK. Tu vois, écoute, les gens ont tendance à penser que lorsqu'il y a une crise en Haïti et que c'est le moment de déterminer la solution. Moi, je ne rentre pas dans ce genre de cas de figure parce qu'Haïti a des problèmes structurels. Les crises changeront, les problèmes changeront, mais les problèmes de base seront toujours là. Ne sont pas adressés en ce moment. Écoute, moi, ma vision de l'économie, c'est il faut créer des revenus. Haïti a le plus gros problème économique, hein, c'est que l'Haïtien n'est pas capable de se procurer les biens et services dont il a besoin sans avoir l'aide de la diaspora, parce que c'est ça qui finance pratiquement l'économie haïtienne, sans avoir la capacité de demander ou bien c'est vous jeune bagage ou bien peut-être voler ou bien faire de la corruption. C'est-à-dire, l'haïtien n'est pas, comment on dit ça en anglais, empowered. Ouais. C'est-à-dire, tu n'as pas, c'est pour ça qu'on n'a pas d'économie. Dès que tu n'as pas, c'est carrément ça affecte la demande. So, on est obligé de se limiter en Haïti à ce que tu vas mourir si tu ne peux pas faire. C'est-à-dire manger, boire et
résilient, cherchons vieille éducation, mal pour misère pour bailler petit tout. Tu vois, dans un contexte comme ça, c'est pas une affaire de quelle est la chose à faire pour changer. Évidemment, moi-même je suis clair là-dessus. Dans chaque crise, les crises, c'est les moments où les gens doivent investir plus. Parce que c'est les moments où les prix chutent, c'est les moments où les gens qui ont des urgences se libèrent de ce qu'ils ont, de leurs assets, etc. Et c'est pour un investisseur qui a les moyens, une personne riche en période de crise, ça va être extraordinaire. Parce qu'il a ramassé assets, il a repositionné selon le côté de l'ouest. Mais, ouais, mais attends, en Haïti, si tu n'as pas de pouvoir d'achat, si tu n'as pas de revenus, comment tu investis? Dans le sens où, en ce moment, n'importe quel Haïtien qui est en Haïti, ok? Quel que soit le niveau, quelle que soit la quantité d'argent qu'il est en train de faire, tu le regardes dans ses yeux, tu lui dis c'est investi pour t'investir? Non, je suis d'accord avec toi. Non, écoute, je suis absolument d'accord avec toi. Je te dis que il y a deux choses. Je te parle de deux réalités différentes. Il n'y a pas de la solution, tout ne pas résoudre le problème de base ça. Ouais. Mais je te dis qu'en même temps, dans les périodes de crise, c'est des périodes de grandes opportunités parce que c'est le moment où les assets, on se libère, tout le monde se libère de ce qu'il possède. Il y a baillé à ville. Mon n'a gon caille, il a un problème, il pas travaillé depuis quelque temps, l'a libéré bien li. Si il y a mon cap give up business parce que pas qu'un encore. Donc c'est un meilleur cob pour moun qui a l'argent, c'est le meilleur moment que lié. Mais en même temps en Haïti, on doit résoudre le problème de créer des emplois pour les Haïtiens. Et les emplois doivent être créés dans tous les secteurs, tu vois. En plus, on nous dit agriculture, etc. Agriculture. Des journées, je dis là, il y a pile d'opportunités dans la technologie, côté qu'on est capable de en Haïti, travailler, faire des bagages online, etc. Ou capable de faire ça. Faut nous penser, question. C'est pas une affaire de juste créer du job de la factory, c'est redéfinir, pour moi, dans ma tête, c'est se dire, fait comme. Si nous dit fait comme, l'Haïtien doit avoir, l'Haïtien doit avoir 10 000 gouttes dans la poche pour lui fonctionner. On va dire un chiffre comme ça. Comment on doit faire mettre dans la poche sans que ce n'est pas voler ou bien corruption à faire. S'ouvrir sur les nouvelles opportunités qui existent. Parce que tout autant, Haïtien, par une cob dans la poche, il y a toujours capable d'acheter vote. Les gains élections, donc tu pourras toujours être manipulé. Ou toujours capable de manipuler pour n'importe qui bagaille. Pour les protestations, pour la violence. Pour les manifestations. Tout, en fait. Et au final, économie après ton économie rabougrie parce que c'est la demande qui mène les gens, tu vois. Ou pas d'intérêt ou vont un restaurant ou bien ou vont un deuxième restaurant si pas de demande. Si vous avez plus de monde qui courir dans la banque qui chercher espace parce qu'il y a travaillé dans le digital, vous avez peut-être ouvert 3, 4, 5 banques déjà. Mais je dois faire attention, quand il n'y a pas de demande, ça ralentit. Donc pour moi, ce n'est pas une affaire de créer 100 jobs, 200 jobs. Haïti, son pays, peut créer au moins 10 000 jobs. Parce que même si tu as créé 10 000 jobs chaque mois, pour qu'on arrive à générer culture de dépenses. Et ça me fait mal de voir. Ce que tu vois comme vision toi-même, 10 000 par mois, c'est pas assez encore. Il faudrait, en fait, est-ce que ça ferait du sens? Parce que moi, j'ai une question, peut-être, je parle de mon chapeau, peut-être inexpérimenté sur le sujet. Est-ce que ça ferait du sens? Ça veut dire quelqu'un qui viendrait investir et créer des usines en Haïti de manufacturier. Quelqu'un qui viendrait investir. Parce que quand on parle, quand moi-même tu dis ce genre de choses, je me dis, il n'y a pas vraiment de gens prêts à ouvrir des producteurs d'emplois comme ça. Là. On n'a pas ça là, en Haïti en ce moment. En tout cas, de ce que je sais. Ça veut dire quelqu'un comme Amazon qui voudrait ouvrir un endroit où est-ce qu'ils sont en train de produire des choses. Quelqu'un comme, je ne sais pas, ce serait ces gens-là, non, qui nous aideraient. Écoute, il faut produire beaucoup d'emplois. Le problème, c'est qu'en même temps, pour créer beaucoup d'emplois, il faut investir beaucoup. Et comme l'économie sombre, il n'y a pas intérêt à investir. Donc, c'est ce qu'on appelle un cercle vicieux. Ouais. OK? C'est classique. Et c'est là où le rôle de l'État, en tout cas pour moi, dans ma logique d'économiste, c'est de justement intervenir dans ces espaces-là. Et c'est dans des moments comme ça que rôle, question, gérer budget haïtien bien, pas seulement en termes de corruption, mais en termes de bien investir, il n'y a que l'État qui soit capable, en un moment pareil, de casser ce qu'on appelle ce cercle vicieux. C'est-à-dire en gérant bien son budget, que ce soit comme de voyer pour de l'étranger, de la Banque mondiale, etc., ou que ce soit comme les générer avec ressources locales ou de petits sacs gains. Comme ça, c'est le moment pour l'État plus prudent
pour chaque grand investissement que l'a fait, pour le connaître que chaque investissement l'a fait aller vers casser ce cercle. Et pour casser ce cercle, c'est pas comme si tu vas casser ce cercle en un mois et vous dire, ah, ou vini, tu vois les slogans de politiciens. Et là encore, l'économiste, j'espère qu'il y a des économistes sur le live, doivent comprendre mon idéal un petit peu capitaliste en ce sens, c'est que le capital s'accumule. Ça veut dire, logique, bolan mais ou font trou dans ce sable là, et puis, il fini de l'eau mais passé, et puis la ville, et puis le gouvernement fini, ils font l'autre tour dans le même sable là, de l'eau mais la ville, et puis passé. C'est à ce moment on doit accumuler. Ça dit, si progrès on fait dans le gouvernement ça, doit augmenter avec le gouvernement ça, doit augmenter avec le gouvernement ça, doit augmenter avec le gouvernement ça. Il n'y a pas de baguette magique. Créer de l'emploi, ça commence par 10 pour devenir 100, pour devenir 10 000. Mais nous-mêmes, ça ce qu'on a fait, chaque petit bagage qui crée nous la ville, et puis après ça, on prend pays l'autre, après ça, nous plein Haïti, pas bon. Tu vois, nous avons l'ordre pour nous mettre. Et tu sais quoi, Marina, je ne vais pas monter là, nous avons partagé là. J'ai tellement envie de ça à dire. Je suis désolée, mais c'est parce que comment tu parles? Mais comment tu fais pas de politique? Pourquoi tu fais pas de politique? Écoute, bon. Tu es un économiste, tu comprends ce qu'il y a dans tout le monde fait de la politique, Marina. Tout le monde fait de la politique. Des pour son être vivant, des pour vivre dans une société au fond forme de politique. Il y a la politique active, et moi je dis, il y a l'influence. Je pense, voilà, et c'est là que je voulais finir, la responsabilité, c'est qui l'État? L'État, c'est nous tout, oui. L'État sont gens même qui travaillent dans le DGI, l'État sont gens même qui travaillent dans le ministère, l'État sont gens même qui conseillent tel monde. L'État, c'est nous, nous sommes l'État, nous sommes les Haïtiens, c'est nous-mêmes. Donc, il y a aussi ce manque de leadership au niveau de nous-mêmes, côté que c'est soit nous chaque, c'est ça, nous chaque, essayer de chercher coucou peut-être nous pas faire sacrifice trop parce que nous pas comment demain appuyer vraiment. Tu vois, c'est vraiment l'exemple de ce qu'on appelle une situation complexe. Donc, quand les situations sont aussi complexes, j'ai pas de solution baguette magique pour dire voilà exactement ce qu'il faut faire. Tu vois, c'est ça qui est le seul problème avec question posée. Mais c'est vraiment le leader, chaque monde, je dis, chaque grand travail qu'on a créé la caillou, chaque grande initiative qu'on est capable d'aider au monde puis clair, comprendre la situation puis bien, c'est une contribution à faire et il faut qu'on leadership collectif qui dit finalement nous voulons un Haïti comme ça. Et puis chaque ça nous fait refléter ça. Ça c'est pas obligé de président. Donc nous tout à fait politique là. Ou pas voler, moi pas voler, lui pas voler, nous pas faire ça pas ça. Et puis, nous avons essayé de regarder pour nous qui nous, chaque côté nous est capable de contribuer à payer ça. Et s'il faut aller dans les postes politiques aussi pour le faire, m'encourager ça. Ouais. Mais en même temps, moi, je me dis, si on est capable d'établir une vision commune, parce qu'il y a ça aussi qui manque. Tu vois, je peux être très engagée dans quelque chose. Par exemple, moi, c'est le combat contre la violence faite aux femmes et aux filles. Moi, je peux être très engagée là-dedans. Mais si en même temps, on n'est pas en train d'offrir des opportunités d'emploi aux femmes et aux filles, je peux bien me battre des années contre la violence, mais il n'y a aucun moyen mis en place pour leur permettre ou aucun outil qu'on leur donne pour qu'elles puissent sortir de ce cercle de violence-là. Tu comprends? Donc, c'est de se dire quel type de vision nous établissons en tant que société. Et je te rappelle, toi et moi, on voit la même chose. Et c'est pour ça, je pense que je ris comme ça. C'est parce que j'ai l'impression de m'entendre en t'écoutant. Parce que je me dis, en tant que femme diaspora à l'étranger, si c'est pour moi, je suis en train de faire de la politique en Haïti, là. Je suis là. Je suis en train de faire ça. Juste en faisant ce live, en ayant cette discussion-là avec toi, je suis en train de créer un moyen pour que les gens entendent et puis se questionnent sur les choix qu'ils font à tous les jours. Tu comprends? Donc, en tout cas, je suis super contente. Je pense que ça se voit. Je suis hyper excitée là. C'est comme, OK. Tu disais tout à l'heure que tu n'es pas content que les comments sont off. Mais il y a une raison. Les gens doivent m'envoyer leurs questions. Et moi, j'ai une dernière question avant qu'on jump dans l'autre question. Je sais que tu as un live après. Je dois faire vite. Est-ce que tu penses que l'innovation, c'est un choix que les Haïtiens, parce que c'est pas un moyen pour les Haïtiens de faire face aux crises? Est-ce que tu as des exemples qui t'inspirent de ça? Est-ce que tu penses que ce que je dis, c'est vrai? Parce que moi, dans mon expérience en Haïti, quelle que soit la crise, il y a des initiatives qui se créent que je n'ai vues nulle part ailleurs. Des initiatives
que ce soit une personne toute seule qui décide de fonder une application, que ce soit toi qui mets en place Bunge et puis qu'il y a des gens qui viennent, qui me surprennent, dont je n'ai jamais entendu parler, qui viennent envahir ton espace. Est-ce que tu penses que l'innovation, c'est un moyen pour les Haïtiens de faire face à ces crises? Écoute, il y a une chose qui m'empêche de dormir, mais c'est pas vrai, je dors le soir. Mais tu sais qu'il y a quelque chose qui me... il y a des faits que tu entends et puis qu'il faut s'entredire. Merde. Ouais. Pareil ça. Tu sais ce que j'ai regardé la liste des 10 pays qui étaient les plus riches au monde il y a de cela 20 ans. Ouais. Et puis je vois compagnie pharmaceutique, agrotransformation, Coca-Cola, c'est eux qui sont plus riches dans le monde. Il y a 20 ans. Et puis moi, fais fast forward 20 ans, je dis, une seule compagnie qui était dans la liste là. Tout l'autre, sorti game même qui va même exister encore. Wow. À part Microsoft, qui était parmi les 10 pays et entreprises les plus riches du monde il y a 20 ans, qui est encore parmi. Et c'est parce qu'ils sont passés de Microsoft Hardware à Microsoft Software qu'ils ont pu faire le bon. J'ai vu que la technologie a transformé les statu quo. C'est-à-dire, si Mark Zuckerberg n'avait pas créé Facebook, il ne pas même temps de parler de lui dans le monde. Et c'est maintenant ces technologies-là qui sont en train de créer des leeway, des autres moyens pour l'autre monde capable de step up. Et là, moi, fait comme ça, je ne pas dit que je vais venir en Mark Zuckerberg Haïti, etc. Il y aura le Mark Zuckerberg haïtien. Mais ça me fait, ce qui me chiffonne l'esprit, je ne pas faire, il fait me dormir, c'est que moi, ouais, technologie a peut-être viré statu quo. Ouais. Ça veut dire que le monde qui joue aujourd'hui qui est plus riche en Haïti, journée aujourd'hui, par exemple, si on regarde comment le secteur marketing a transformé, c'est-à-dire le monde pas investi même dans le marketing, et puis moi, ça crée des mondes comme Karel Ped, des mondes qui carrément a façonné la façon de penser et la façon que le monde a investi comme une série de bagages, moi, technologie, mon côté là, mené. Si moi, je suis un monde qui n'a pas qui côté. Même qu'on ait bagaille ça, s'il chiffonne le monde, il a chiffonné Haïti. Et je ne pas dire chiffonner Haïti dans le sens côté que moi dis que pour Haïti, vient tête en bas, vient plus son chaos. Mais moi, il y a l'autre potentiel qui a monté, qui a fait de l'autre bagaille grâce avec les outils, ça, grâce à moi-même ou même qui chita la capsule la technologie. Moi, mon cap servi avec elle, et je regarde comment mon besoin autour de moi. Des gens qui sont capables de penser, qui te pensent que yo te contre toute bagaille. Je ne dis obligé de venir plus technologie forcée en pile monde vient plus humble. Et depuis on accepte venir plus humble, il est déjà prêt à connecter avant l'autre gens. Totalement. Quand on monde a un pouvoir dans main, côté que tu contrôle pouvoir, je ne dis juste parce que le pas comment pour le faire post Instagram pour le rélo pour tout temps pris. Expliquez-moi, les changer connexion gain avec elle, donc ou capable déjà commencer à faire l'autre type de discussion avec elle, créer de l'autre bagaille. Mais comment percevoir la technologie? Ouais. Mais pour le rive côté me vle aller à tout, faut qu'il y ait éducation de masse qui fait. Les pays avancés ont pu prospérer avec la technologie parce que les gens s'étaient formés. La difficile pour technologie pour un pays en Haïti, si pas une quantité massive de monde qui est capable de servir à téléphone, qui est capable de comprendre, qui est éduqué, qui est capable de consacrer un livre en valve qu'on ça qu'on livre électronique. Et quand pile travail, et par contre, c'est pas travail que un grain de monde est capable de faire, c'est un travail que tout l'État supposé engager là-dedans et chaque grain de monde qui est capable de contribuer. Et moi-même, ça, je fais partie pas maintenant. Je travaille avec jeunes qui peuvent avancer. Et même là, ils ont avancé, ils ont pile de bagages, ils pas connaissent toujours. Ils pas ouvert sur le monde. Chance de gagner. J'aime tout à l'heure, je suis content de commencer comme ça. Matériel dans la Banque mondiale, first thing in my life. C'est-à-dire, je sorti de l'école, côté professeur, a essayé de bouler parce que je suis trop fréquent dans la classe. Dans la Banque mondiale, côté que boss moi ton PhD, du jour au lendemain. Et moi-même, travail, me montrer pour interagir avec mon autre gens. Ouais, valeur mon autre gens. Et pas jamais peur monde parce que c'est boss ou whatever. Vous comprenez? Travail me montrer ça. Mais par exemple, les Haïtiens qui étaient jeunes, chance ça. Après ça, j'ai possibilité de quitter le pays d'Haïti. C'est un gros problème. La mentalité doit changer. Les interactions entre les gens doivent changer. De nouvelles opportunités économiques doivent être créées. Son seul mot qui résume tous les trois ça pour moi, les technologies. Et m'a regardé le cap explorer et moi voulais parmi monde qui permettent que les outils ça blaye en Haïti non point côté que le font différence. Ma fière de ça.
fais, mon câlin. Il n'y a aucun doute là. You are living your dream. Je ne vois pas d'autre moyen de décrire ça. Et je pense que quelque part, ce que tu dis, ça me ramène à qu'est-ce qu'on devrait faire pour que l'innovation soit mise en place, que ce soit une option pour les gens. Parce que la réalité, c'est que ce que tu es en train de dire là, c'est que si on n'a pas la capacité d'éduquer, de donner accès aux gens à cette technologie-là, on est en train de freiner notre possibilité à l'innovation. Absolument. Absolument. Et si on est en train de freiner notre capacité à innover, ça sous-entend qu'on est en train de perdre des opportunités énormes à se placer en face du monde qui est juste en train d'avancer sans nous. Tu comprends? C'est bien. Yeah. Haïti est un petit pays. La technologie, il compte en milliards. C'est le magasin billion. C'est ça, là, tu vois, la logique de Google, c'est the next billion user. Haïti n'a pas de billion. Mais Haïti is a great case study. Parce qu'on est parmi les plus peuplés de la Caraïbe. Whatever works in Haiti can work in the Caribbean, can be scaled even in Latin America. Totalement. Ou bien en Afrique. Tu vois, if you can test something here, ou qu'à pile côté. Donc, toi, mais tu as raison. Et moi, j'ai vu ça comme une opportunité aussi. C'est pour ça que j'ai créé Banj. Tu vois, que j'ai créé cet espace. Ça, c'est la plus belle chose que j'ai pu créer de ma vie. Créer un espace où j'arrive à vivre. Donc, c'est-à-dire subvenir à mes besoins parce que c'est un business. Oui. Mais en même temps, créer un coworking space où je vois l'histoire de tellement de gens passer devant moi, tu vois. Je choisis à voir quel événement je veux que je voulais assister. Ou bien, on a juste un monde dans le lobby et puis me dit, m'approcher, me parler. Je découvre tellement de choses pendant que j'arrive aussi à créer une opportunité pour moi-même. Il n'y aurait pas mieux, tu vois, pour combiner les deux. Et c'est l'opportunité que j'ai vue. Maintenant, qui sont l'autre monde capable de réfléchir pour ouais opportunité ça côté pas. Qui sont un monde qui dans l'état capable de qui sont capable de faire pour bailler plus accès à la technologie. Qui sont chaque grand monde capable de que sont capable de créer une opportunité à partir de ça. Mais ce que je dis souvent à mes amis dans la technologie, c'est que Banj ne va pas résoudre le problème de la technologie d'Haïti. C'est pas un petit problème individuel. C'est massif. Tout seul, dans le sens où Banj ne peut pas le régler tout seul, mais si les gens, si d'autres personnes créent des initiatives en collaboration ou bien leur initiative, je ne sais pas moi, Capo, Kai et Jacques Mel, whatever it is. Yeah. Mais au final, tu sais Marina, l'État reste l'acteur le plus puissant de l'économie. Tu vois, je dis souvent, suspendre blâmer l'État, toute la journée on dit c'est l'État, attendre l'État. C'est vrai au niveau individuel, on va donner l'État pour mettre un cuillère soupe dans la bouche. Ouais. Ou là, ou mettre tête ou, faut qu'on connaisse. Ouais. Mais au niveau global, c'est-à-dire au niveau de tout pays national, si on changement pour faire, l'État a les pouvoirs des marchés. Tu vois, l'État, n'importe qui monde qui a cliqué doit être lui. Il dit, mais comment on n'a pas loué 5 millions? Mais comment on n'a pas loué 10 millions? Mais qui s'en a signé avec Banque mondiale 50 millions? Ces choses-là ont des pouvoirs de transformer. Ça fait l'irase que c'est celui de monde qui juste après décision, fait corruption, etc. Et puis la fini qui pas faire cliquer droit sous chaque fois monde cliquer droit son tintin, son opportunité pays a perdu pour l'avancer, tu vois. Et donc c'est pour ça la politique est importante. Et ça nous met dans un trou encore plus profond. Mais pour ne pas te perdre, parce qu'il ne reste pas beaucoup de minutes, je sais que ton temps est compté. Alors, non, je peux aller jusqu'à 7h10, ne t'inquiète pas. J'ai un commentaire de quelqu'un qui s'appelle Vibecus, je pense. Mais je ne vois pas les questions, non? J'ai l'habitude de les voir. Écoute, Pancalé, même si tu ne vois pas, écoute. Ce qu'il dit là, c'est de l'évangile. Donc, j'approuve. Ça a été dit il y a quelques minutes, mais j'approuve quand même. Alors, on a une question qui dit, à long terme, y aurait-il toujours ce même intérêt pour le digital après COVID-19? Oh! Qui monde qui dit bagaille ça? Bon, je sais pas si c'est une femme ou c'est un homme, mais il y avait un intérêt pour le digital avant le COVID-19. Et le COVID-19 a ouvert les yeux des gens sur combien c'est possible. C'est l'une des menaces que le secteur aérien, je lisais l'autre jour que, on dit par exemple, le secteur aérien dont tu parlais tout à l'heure, c'est pratiquement 25% de voyages de vacances et de plaisir et 70% de voyages d'affaires. Il y a des gens qui aux États-Unis qui sont sortis de Georgia, aller et San Francisco ou bien New York ou bien juste Florida juste pour la faire une présentation PowerPoint, leur partir par tout en avion à preview
Ah ben, tous ces gens-là maintenant sont sur Zoom en train de faire leurs rencontres, etc. Oui. Il y a beaucoup de compagnies qui sont en train de voir combien ils peuvent réduire leur coût administratif en utilisant la technologie. L'homme nous déjà la caille dans le confort de chez toi, tu te fais livrer ce que tu veux, etc. Tu peux sortir pour le plaisir, pour aller au parc, mais réflexe va le changer, oui. L'intérêt pour la technologie vient de commencer. D'après toi, pourquoi toutes les compagnies de la technologie, la tech, ont été parmi les premiers qui jumpent en débat avec Covid? Ah non, je sais, Parce je que, sais. Moi, je connais la réponse à la question. C'est pas moi qui ai posé, mais j'avoue que tu as totalement raison. Totalement. ah non, ça va que grandir. Tu vois, en Haïti, aujourd'hui, demain, là, je vais faire un live avec la Sojibank. C'est pourquoi c'est maintenant qu'ils nous ont poussé pour lancer la connexion entre mon cash, leur compte en banque. Tout le monde a essayé de regarder qui ça est capable de faire. Oui, parce que c'est plus facile. Même moi, j'ai dû m'adapter, me virer dans le digital parce que le monde va venir dans l'objet encore. Covid-19, pas tellement de monde qui va venir. Je suis dans le business de faire des lives, connecter des gens maintenant en ligne. Ça ne fait que commencer parce que c'est facile. C'est ça, totalement. Et c'est une très bonne question. Très bonne question. Merci beaucoup. Je pense que c'est John Sterling qui a posé la question. Et je vous invite, le petit carré en bas. C'est lui, oui, qui a dit qu'il peut rester un petit peu plus longtemps. Petit carré en bas pour une interrogation. Il y a une autre question qui dit: qu'est-ce qui manque le plus en Haïti en termes d'innovation selon ton expérience? Question ça loadée, baba. Eh ben oui, je te dis, les gens qui me suivent sont sérieux, OK? On n'est pas dans le léger, nous autres. Écoute, tu vois, mon plus gros problème, en fait, que je rencontre le plus souvent en Haïti, c'est que on dit que l'Haïtien est innovant, mais en pile fois, l'Haïtien est innovant non logique, patché. Je vais m'expliquer ça, me le dire. C'est-à-dire, ou mon télévision là, quand vous pas marcher, vous foutez les 2 coups de poing, et pour elle marcher. Oh shit! C'est créatif, man! C'est vrai, télévision marché, il paraît intéressant de faire ça. Mais tu dois comprendre que la vraie créativité, elle est plus profonde que ça, et transformation qu'on veut créer, on demande plus travail et plus finish. Nous trouvons manquer l'esprit. Et ceci à tous les niveaux. Hein? À tous les niveaux. C'est-à-dire, vous venez tomber dans facilité, vous venez tomber dans style. Quand je dis, bon, j'ai 2 contacts là, je suis dans le secteur côté là, je fais ça, je ne suis pas entreprise des pays, pas bon. Pour moi, l'esprit haïtien est encore bloqué pour l'innovation qu'on veut. Il faut que tu comprennes. Quand tu es en survivance, c'est dur pour toi d'aller au-delà de le patchage, au-delà de ce que la boîte a été mise pour toi. Parce que la boîte est là pour une raison. Elle a été entraînée en nous pour qu'on comprenne que on a une limite. On a toujours eu une limite. Sauf que, et c'est là que moi, je suis tellement fière, parce que je me suis mise dans des situations dans ma vie où je n'avais pas d'autre choix que d'aller au-delà de mes limites. Et là, tu vois, les gens qui parlent aux zones de confort, bagaille, ça c'est un luxe de pays développés. Parce que la zone de confort, OK, c'est une zone que tu apprends à découvrir seulement et seulement si tu as le ciel qui est la limite. Mais quand ta limite est établie pour toi, que ce soit niveau économique, niveau social, accès à l'éducation, whatever it is, tu n'as pas ce luxe de zone de confort. Tu n'as pas ce luxe. Donc, évidemment, quand ta télévision est bloquée et que tu sais que tu n'as pas l'argent, tu n'auras pas l'argent dans le prochain mois, la prochaine semaine, la prochaine année, tu patches. Non, je comprends. Je te dis la plus grosse limite. L'objectif pour moi n'est pas de comprendre les limites, c'est de les dépasser. Ok, Marina? Je ne suis pas venu ici pour accepter qu'il y a des limites. On est ici parce qu'il faut les dépasser. Vous comprenez, moi? Mais si je veux que je trouve une réponse à la personne qui demande, moi, je pense que la FinTech va faire une révolution en Haïti. Pourquoi? Pour une raison très simple. Plus c'est facile de faire des transactions, plus les gens se font des transactions. C'est prouvé scientifiquement. Et si tu veux des cas pratiques, laisser à 4 de crédit à payer versus laisser quoi pour aller pour bail, dis-moi qui compte dépenser plus comme. Laisser swipe li, ou bien les wap aller comme là pour bail. Et m'ba de bon Dieu, c'est cliquer pour un bouton qu'on y a. So, plus il y a de transactions possibles, plus les gens se font de transactions, donc plus ça crée de richesse, plus le monde est capable de faire comme. Et donc, plus il y a croissance dans l'économie, c'est simple. C'est l'un, l'autre, Voilà. Moi, je pense que cette affaire de faut ou bien 5 gouttes moins d'aucun non mais on pour fonctionner ou bien faut que 1000 gouttes déjà commencer par être trop petit dans l'état moi priori en Haïti, la FinTech
doit pouvoir permettre une révolution. Ça, je suis sûr de ça. Pour mon chita la Kylie, en dans bidonville là, ou bien quelque chose à côté lié, la recevoir comme dans mon monde, quelque chose à côté lié, parce que la balance service, et nous jouons façon. Et l'autre secteur qui est extrêmement important de révolutionner en Haïti, c'est le secteur transport. Du jour, quand on bagage à sortir de point A, aller dans point B facile, et puis mon capable de payer le vite, ou pour un changement, on a vendu n'importe qui bagage. Depuis, on est capable de faire deux bagages. Pour moi, c'est des choses qui sont encore une fois basiques dans les grands pays. On prend ça comme acquis, mais qui pourraient faire de grosses différences en Haïti. Ah, moi, j'ai plusieurs. C'est comme si tu as ouvert une boîte de Pandore. Mais on va prendre deux autres. On va prendre deux autres, tout le monde. Un petit commentaire de Daphné. Merci, Daphné, de nous suivre. Je suis tellement contente que, tu sais, je pense que c'est mon Calais qui t'a amené sur ma plateforme. Même si tu es mon ami, je t'aime. Merci. Elle était là, Daphné. Tout like lui. Elle a dit, les ou réduit à penser à prochain plat manger, oui ou bloqué. Pour nous débloquer, pour nous créatif, faut que nous résoudre basic, yo. Et c'est vrai. D'accord. Et moi, c'est ce que j'appelle le social safety net. C'est-à-dire, si non pays, l'État n'a pas garanti au moins manger, si morceau d'éducation à côté pour dormir, là, compliqué. Ou la grande jeune qui veut créer une application, veut créer une application, Internet n'est pas marché. Ordinateur freeze. Il va pas le courant. Chaleur dans elle. Oh my Mais en God. même temps, tout, leur rencontre un grain jeune qui arrive à dépasser ça, qui font bagay, faut t'apprendre à deux bras. Mais même là, on pas jeune parce que pas de structure pour ça. Pas de phénomène. Tu vois, même avant que, ouais, nous rappelons bons amis diaspora, nous fin créer buzz, m'a dit, j'en travaille avec développeurs, etc. Je me suis dit, wow, now you speak my language. Like, I feel like Haiti doesn't even speak my language. Ça veut dire, même connexion n'est pas établie pour créer une structure de base. On dit en Haïti, je veux dire, si Rihanna était née en Haïti, qui peut, dans ce live, dessiner pour moi la trajectoire pour laquelle Rihanna sortirait de sa pauvreté jusqu'à là où elle est aujourd'hui, si elle était née en Haïti? Qui est-ce qui t'a ramassé? Qui t'a fait le parler avec qui est-ce? Qui t'a connecté avec qui est-ce? Pour lui permettre d'être Rihanna. Il y a ça aussi, oui, pour lui permettre d'être Rihanna. Parce que la réalité, c'est que tu peux passer d'un événement à l'autre dans ta vie, avoir accès à certaines opportunités, et puis tu vas être bloqué parce que Rihanna, c'est l'international. Rihanna, c'est au-delà. Rihanna, c'est comme plus que ça. C'est plusieurs industries qu'elle couvre, plusieurs business qu'elle invente. C'est pas seulement la chanteuse. C'est la trajectoire pour qui elle n'y a pas de limite. Et je ne veux pas couper, non, parce que c'est une très bonne inspiration ce que tu dis. Mais j'ai encore trois autres questions qui sont rentrées, donc il faut que je fasse vite. Alors, on a Bunge qui me pose des questions. Comment peux-tu définir clairement tech et startup en Haïti? Ça, c'est une question qui vient de Bunge, tech et startup. Bon, en général, les startups sont souvent propulsées par la tech. C'est ça le lien. Tu vois, une startup, clairement, elle est définie comme étant, tu vois, cette entreprise qui est bâtie pour pouvoir résoudre un problème, mais avec la capacité de grandir vite, c'est-à-dire un nombre d'utilisateurs ou un nombre de clients, ce que tu veux. La différence entre une entreprise de base et une startup, c'est que la startup a la capacité de passer, tu vois, tu crées une solution qui résout le problème d'1 million de gens dans un mois. Ouais. Et plus tu résous les problèmes des gens, plus les gens se paient, donc ça a la possibilité de croître vite. Totalement. Et pour que les choses puissent croître vite, il faut la technologie. Il y a des gens qui créent un business vendu et puis il dit il y a son startup parce que je lui fais créer un business. Non. Une startup, c'est une solution qui a la capacité de croître vite et souvent propulsée par la technologie. Donc, on crée une app qui fait tel bagage, tout le monde a payé pour lui, tout le monde veut, et puis il grandit, et pour finir grandir en Haïti, et puis, comme c'est technologie, on passe le Barbade, on passe le Trinidad, pour arriver au Brésil avec, pour arriver au Chili avec, tout le monde observe avec parce que c'est technologie libre, et puis, mais au même, et pour gagner 30 millions, 100 millions d'utilisateurs. C'est ça une startup. Ok, merci. Tu vois, ça, c'est le professeur d'économie. J'adore. Aïe! Ok. Penses-tu que l'aspect légal vs la technologie est un blocage au développement d'entreprises tech et des startups en Haïti? Définitivement. La réponse, elle est oui. Pourquoi? Parce que pour fonctionner,
tu as besoin, il y a les règles. Tu vois, et les règles sont définies par le Parlement. C'est le Parlement qui définit les lois et c'est les lois qui garantissent la façon dont on vit. Juste parce que on monde, par exemple, change en loi et le Parlement nous a pas fait trop fort de changer loi ou pas qu'à opérer. Tu vois, pendant longtemps, la question de la signature électronique, ou pas qu'à faire ci, ou pas qu'à faire ça, parce que c'est les lois qui doivent régir la façon dont on vit. Mais moi, ce que je dis, le secret que je dis, c'est que, on dit ça live, if you are powerful, you can be more powerful than the law. C'est-à-dire, tu peux influencer le changement d'une loi, mais c'est pas l'autre niveau, ça c'est l'autre niveau. Non, c'est ça. Écoute, tu sais, laisse-moi te donner un exemple clair. Tu vois, la blockchain est en train de souffler les lois partout à travers le monde. Que le monde a la capacité de créer une technologie, côté que le capable de voir encore là, aller là, nous décider que au lieu de faire banque centrale confiance qui définit par la loi, je préfère faire une technologie confiance plutôt avec l'argent, m'a créer l'argent sur une plateforme qui est les blockchain. Tout le monde dit moi m'a fait, on dit illégal, ça fait, on va l'arrêter. Au début, c'est toi fait arrêter, fermer toute startup blockchain. Et puis les blockchains ont gagné dans mais on prend le monde et que mon avoué comme sorti en Chine, arrivé aux États-Unis, etc. Ça veut dire ah monsieur faut nous chita parler. C'est ça me les powerful to change the law. Mais est-ce que c'est possible en Haïti? Mais au moins, ce qu'on peut faire, c'est créer des cas. Ouais. C'est-à-dire, si on arrive à avoir assez de données, faire assez d'expérience et aussi utiliser branding, technologie, faire mon yo, ouais, river sur mon yo, montrer mon yo, ça qu'a fait ça, et surtout, faire lobbying, faire que c'est mon qui est éclairé dans le Parlement, qui pour prendre décision, ça peut changer beaucoup de choses. Alors, Marc-Alain, c'est fini, oui? Nous finissons avant. C'est terminé. Je ne peux pas aller plus longtemps. Je te remercie pour ton temps. Laisse-moi voir les commentaires au moins avant de finir. Non, non,